Top 1. Le Kelakant. Une conservatrice de musée trie la pêche du matin sur un quai sud-africain quand quelque chose l'arrête net. Nous sommes le 22 décembre 1938 et l'odeur du poisson, du sel et de la marée basse est omniprésente, ordinaire jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Là dans le tas, long d'1,50 m, bleu acier et iridescent, se trouve une créature dotée de nageoires, qui ne bouge pas comme des nageoires. Elle bouge comme des bras. Marjorie Courtney Latimer, conservatrice du musée d'East London, n'a jamais rien vu de tel. Personne de vivant non plus. Selon toutes les archives fossiles de la Terre, le dernier de son espèce est mort il y a 65 millions d'années. Elle l'a dessiné avant qu'il ne se décompose sous la chaleur de décembre et a envoyé le croquis à l'ichthyologiste G.L.B. Smith à l'université de Rhodes. Smith l'a identifié, les mains tremblantes, selon ses propres dires, comme étant un kelakanthe, une espèce connue uniquement par des fossiles et que l'on croyait éteinte depuis la limite Crétacé-Paléogène. Il écrivit plus tard que la découverte l'avait frappé comme un coup physique. Cela se comprend. Ce que Courtney Latimer avait trouvé sur ce quai n'a pas seulement surpris la science. Cela a discrètement brisé un silence de 65 millions d'années. L'ordre des kelakanthes, les kelakanthiformes, possède des archives fossiles remontant à 400 millions d'années. Il précède les dinosaures de 170 millions d'années. Il a survécu à l'extinction du Permien, à celle du Trias, à celle du Dévonien, puis il a disparu complètement de chaque couche sédimentaire, de chaque formation rocheuse et de chaque site de fouille de la planète à la limite du Crétacé, pour ensuite réapparaître sur un marché aux poissons. Mais l'absence dans les archives n'est que le début de l'étrangeté. Lorsque les chercheurs ont examiné l'animal vivant de près, son anatomie a révélé ce que les fossiles n'avaient que suggéré. Ces paires de nageoires lobées contiennent des os homologues à l'humérus, au radius et à l'ulna, des membres antérieurs des tétrapodes. Elles se déplacent selon une séquence diagonale, avant-gauche, arrière-droit, avant-droit, arrière-gauche, qui reflète précisément la démarche de marche d'un animal terrestre à 4 membres. Le kelakanthe conserve également une articulation intracrânienne, une charnière à l'intérieur de son crâne, permettant à la mâchoire supérieure de se soulever indépendamment de la boîte crânienne. Aucun autre vertébré vivant ne possède cela. Ce n'était auparavant connu que par des fossiles de poissons primitifs. Et plutôt qu'une colonne vertébrale entièrement ossifiée, le kelakanthe conserve une notocorde creuse remplie d'huile, le précurseur embryonnaire de la colonne vertébrale, une caractéristique présente dans les plus anciens fossiles de vertébrés et chez aucun autre vertébré adulte vivant sur Terre. En 1997, une seconde population vivante, Latimeria menadoensis, a été découverte au large de Sulawesi, en Indonésie, à l'autre bout de l'océan Indien. Cela suggérait une aire de répartition bien plus vaste que ne l'impliquait l'absence quasi totale de la créature dans les archives fossiles. Et en 2013, Chris Amemiya et ses collègues de l'Institut de recherche Benaroya ont publié une analyse dans Nature, révélant que le génome du kelakanthe évolue au taux confirmé le plus lent de tous les vertébrés jamais séquencés. Ces gènes codant pour des protéines ont moins changé en 400 millions d'années que ceux des requins, qui sont pourtant eux-mêmes considérés comme des conservateurs de l'évolution. Ce vide fossile de 65 millions d'années porte même un nom en paléontologie. On l'appelle un taxon Lazare, une espèce qui disparaît des archives sédimentaires et réapparaît. Le kelakanthe détient le record du plus long vide Lazare confirmé pour un vertébré. Les paléontologues soutiennent que ce vide est un artefact de préservation et non une absence réelle. On pense que les kelakanthes se sont retirés dans des habitats de grottes rocheuses en eau profonde où les taux de sédimentation sont extrêmement bas et la fossilisation proportionnellement rare peut être proche de zéro. La survie de la créature, selon ce point de vue, est attribuée à la stabilité relative des profondeurs de l'océan Indien face aux événements qui ont dévasté les écosystèmes moins profonds. Mais 65 millions d'années n'est pas un petit intervalle à attribuer à une mauvaise préservation. Le kelakanthe est un gros poisson pouvant atteindre 2 mètres de long et 90 kg. Les grands vertébrés laissent des os. Les os se fossilisent. Même les espèces d'eau profonde apparaissent dans les archives par le transport de sédiments et le soulèvement géologique.
Sur toute la période allant du Paléocène au Pléistocène, à travers 65 millions d'années d'archives géologiques qui ont livré des fossiles de milliers d'autres espèces marines, pas une seule écaille, dent ou os de Kelacanthe n'a été trouvée. Ce n'est pas un manque de préservation, c'est une absence qui nécessite sa propre explication. Certains chercheurs en biologie évolutive se sont demandé si le taux record de lenteur des mutations génomiques du Kelacanthe ne pourrait pas être l'indice lui-même. Si cet animal possède des mécanismes de stabilité génétique qui suppriment activement le taux de mutation moteur de l'évolution et, finalement, de l'extinction. D'autres ont noté que ses nageoires lobées et son articulation intracrânienne en font le modèle vivant le plus proche du poisson qui a marché pour la première fois sur Terre, et se sont demandé si sa survie à travers 400 millions d'années, essentiellement sans changement, signifie simplement qu'il a trouvé la configuration optimale pour son environnement, sitôt que rien n'a encore pu l'améliorer. Nous ne saurons peut-être jamais quelle explication est la plus proche de la vérité. Ce que nous savons, c'est ceci. Le Kelacanthe a survécu en se cachant dans les profondeurs. Ce qui suit a survécu en faisant quelque chose de bien plus étrange, en cessant à volonté d'être vivant tout court. Top 2. Le tardigrade. En septembre 2007, des chercheurs de l'Agence aérospatiale européenne ont chargé plusieurs milliers d'animaux dans un petit conteneur, l'ont fixé à l'extérieur d'un satellite et l'ont ouvert au vide spatial. Un vide absolu des radiations cosmiques, une lumière ultraviolette 1000 fois supérieure à la dose mortelle pour un humain. 10 jours plus tard, ils ont ramené le conteneur sur Terre. La plupart des animaux étaient encore en vie. Certains s'étaient reproduits dans l'espace. Le tardigrade a été décrit pour la première fois en 1773 par le pasteur et zoologiste allemand Johann August Ephraim Goeze, qu'il a appelé Kleiner Wasserbär, petit ourson d'eau, en raison de sa démarche lourde à 8 pattes sous un microscope. Le biologiste italien Lazzaro Spallanzani a formellement nommé le phylum Tardigrada la même année. Pendant 2 siècles, ils ont été considérés comme des curiosités biologiques. Puis les chercheurs ont commencé à tester systématiquement leur tolérance et les résultats ont progressivement démantelé chaque hypothèse sur la limite supérieure des conditions de survie pour la vie animale. La mission Photon M3 de 2007, organisée par Ingemar Jönsson et ses collègues de l'Université de Kristianstad et publiée dans Current Biology en 2008, a confirmé ce que les données suggéraient depuis des années. Ces animaux peuvent survivre à des conditions qui n'existent nulle part à la surface de cette planète. Et il ne s'agit pas de bactéries ni de spores. Les tardigrades sont des animaux multicellulaires dotés d'organes, de muscles, d'un système nerveux et d'un système reproducteur complet. Lorsque les conditions deviennent hostiles, ils entrent dans un état appelé cryptobiose. Ils expulsent presque toute l'eau de leur corps, la réduisant à environ 1% de la normale, rétractent leurs membres et deviennent une forme déshydratée appelée tonnelet, stun, dans laquelle l'activité métabolique chute à 0,1% de la normale. Le temps biologique s'arrête effectivement. Dans cet état, ils résistent à des températures allant de 272 degrés Celsius, 1 degré au-dessus du zéro absolu, à plus 150 degrés Celsius. C'est une plage thermique de 422 degrés qu'aucun autre animal multicellulaire n'approche. Ils survivent à des doses de radiation allant jusqu'à 570 000 rad d'exposition aux rayons X. La dose mortelle pour l'humain est d'environ 500 rad, ce qui rend les tardigrades environ 1140 fois plus résistants aux radiations que nous. En 2016, Takekazu Kunieda et ses collègues de l'Université de Tokyo ont publié une analyse du génome dans Nature Communication, identifiant une protéine unique au tardigrade appelée DSUP, suppresseur de dommages, qui s'enroule physiquement autour de l'ADN et le protège des ruptures de brins induites par les radiations. Aucune protéine équivalente n'a été trouvée chez un autre animal. La même année, Megumi Tsujimoto et ses collègues de l'Institut national de recherche polaire au Japon, publiant dans Cryobiology, ont réussi à ranimer des tardigrades provenant de spécimens de musées stockés au sec depuis plus de 30 ans. Et le phylum lui-même apparaît dans les archives fossiles dès la période cambrienne, il y a environ 530 millions d'années, plaçant les tardigrades comme survivants des 5 événements d'extinction massive reconnus
y compris l'événement permien qui a éliminé environ 96% de toutes les espèces marines. Les biologistes soutiennent que la cryptobiose est une adaptation extrême mais mécaniquement compréhensible. La protéine DSUP, aujourd'hui partiellement caractérisée, fournit une explication moléculaire concrète à la radiorésistance. La logique évolutive veut que les tardigrades occupent des habitats d'eau en fine pellicule, mousse, litière de feuilles, sol, qui s'assèchent régulièrement, imposant une pression de survie qui, sur des centaines de millions d'années, a sélectionné une tolérance à la dessiccation de plus en plus extrême, les autres tolérances émergeant prétendument comme des effets secondaires du même mécanisme central. Mais une protéine qui s'enroule physiquement autour des chromosomes pour bloquer les dommages dus aux radiations n'est pas un effet secondaire accidentel de la survie à la sécheresse dans un tapis de mousse. C'est un outil moléculaire spécifique et architecturalement sophistiqué servant une fonction précise. Protéger le matériel génétique d'une catégorie de dommages qu'un animal vivant dans la mousse n'a aucune raison terrestre de rencontrer. Les dosages de radiation auxquels la protéine des UP est conçue pour résister n'existent pas à la surface de cette Terre. Ils existent dans l'espace. Et en 2019, lorsqu'une sonde lunaire transportant des tardigrades s'est écrasée sur la Lune, les astrobiologistes ont débattu publiquement pour savoir si certains d'entre eux auraient pu survivre à l'impact et rester viables sur la surface lunaire aujourd'hui. Certains chercheurs, dont l'astrobiologiste David Wamflash, se sont demandé si les capacités des tardigrades ne dépassaient pas ce que les pressions évolutives de la Terre pourraient vraisemblablement avoir produit, et si la protéine DISUP ne nécessitait pas une explication que la sélection naturelle terrestre seule ne peut fournir. D'autres traitent désormais le tardigrade comme le principal organisme modèle pour la recherche sur la panspermie, l'hypothèse selon laquelle la vie ou les germes de vie peuvent voyager entre les corps planétaires. Si un organisme peut survivre au vide absolu, à des radiations extrêmes et à un impact à haute vitesse, la question de savoir où il a évolué à l'origine devient, selon certains chercheurs, véritablement ouverte. De l'orbite terrestre basse, nous descendons dans un canyon de grès dans les Blue Mountains en Australie, où un garde forestier est descendu en rappel dans le présent pour se retrouver entouré par un passé lointain. Top 3. Le pin de Wollemi. Le 10 septembre 1994, un garde forestier nommé David Noble descendait en rappel dans un canyon inexploré à l'ouest de Sydney quand il atteignit le sol et leva les yeux. Il se tenait dans un bosquet d'arbres qu'il n'avait jamais vu auparavant. Personne n'en avait jamais vu. Le pollen de cet arbre apparaît dans des formations rocheuses de la période jurassique. La dernière fois qu'il a été enregistré vivant quelque part sur Terre, les continents étaient encore en train de se mettre en place dans leur position moderne. Noble était un officier du service des parcs nationaux et de la faune de Nouvelle-Galles du Sud, et il était descendu dans le canyon Wollemi lors d'une randonnée récréative. Il a collecté un échantillon de feuillage et l'a apporté au jardin botanique royaux de Sydney. Les botanistes sur place l'ont identifié comme appartenant à la famille des Araucariaceae, mais à un genre n'ayant aucun représentant vivant dans aucune collection botanique ou étude de terrain sur Terre. Le pollen du genre du pin de Wollemi apparaît dans les archives fossiles depuis environ 200 millions d'années. L'espèce a été formellement décrite sous le nom de Wollemia nobilis en 1984 par Ken Hill, Wyn Jones et Ian Allen, nommé en partie d'après son découvreur. Noble l'avait trouvé dans l'un des parcs nationaux les plus étudiés sur le plan botanique de l'hémisphère sud. Il était là depuis tout ce temps. La population sauvage au moment de la découverte comprenait moins de 100 arbres matures répartis dans 2 petits bosquets au sein d'un seul système de canyons, ce qui en faisait l'un des arbres les plus rares au monde par son effectif. L'analyse génétique de cette population par des chercheurs des jardins botaniques royaux de Sydney a révélé quelque chose d'extraordinaire. Toute la population est essentiellement identique génétiquement. Les niveaux d'uniformité correspondent à une descendance d'un seul individu ou d'un groupe fondateur extrêmement restreint, indiquant un goulot d'étranglement historique sévère à un moment donné du passé récent de l'espèce. L'apparence physique de l'arbre est décrite par les botanistes comme frappante de préhistoire. Son écorce possède une texture bouillonnante, distinctive, contrairement à tout autre arbre vivant.
Ces branches produisent plusieurs points de croissance simultanés, un motif appelé polyaxialisme que l'on ne trouve chez aucun autre conifère vivant. Ces feuilles sont disposées en 4 rangées simultanées, une autre caractéristique unique parmi les espèces vivantes. Et le pin de Wollemi peut se reproduire à la fois sexuellement via des cônes et par clonage, en faisant germer de nouvelles pousses à partir des systèmes racinaires, un mécanisme qui pourrait permettre à un seul individu génétique de persister indéfiniment sans dispersion réussie des graines. Le canyon lui-même maintient un microclimat de forte humidité et des températures stables toute l'année, protégé des feux de brousse par ses parois de grès abruptes, formant un refuge qui semble avoir protégé l'espèce à travers les bouleversements climatiques du Pléistocène. L'emplacement sauvage reste classé par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud pour empêcher toute perturbation humaine et l'introduction d'agents pathogènes. Des programmes de propagation pour la conservation maintiennent désormais des populations cultivées à travers le monde. Les botanistes décrivent la survie du pin de Wollemi comme un effet de refuge. Le canyon a fourni une poche micro-environnementalement stable qui aurait isolé l'espèce des changements de végétation et des fluctuations climatiques qui l'ont éliminé partout ailleurs. La diversité génétique quasi nulle de la population sauvage conforte l'idée qu'elle est passée par un goulot d'étranglement sévère et qu'elle a survécu par reproduction clonale. Son absence dans les archives fossiles au cours des 2 derniers millions d'années est attribuée à la rareté de la fossilisation dans la géologie de grès spécifique des Blue Mountains. Mais l'uniformité génétique, que la science décrit comme une survie après un goulot d'étranglement, est également un signal d'alarme biologique. En biologie de la conservation, une population présentant une variation génétique pratiquement nulle n'a presque aucune capacité à répondre de manière évolutive à de nouveaux agents pathogènes, aux changements climatiques ou à de nouvelles pressions environnementales. Le pin de Wollemi n'a pas survécu 200 millions d'années grâce à sa robustesse. Il a survécu en étant caché. Et la question qui suit n'est pas seulement de savoir comment il a survécu au passé, mais s'il peut nous survivre. Certains botanistes se sont demandé si la capacité de reproduction clonale du pin de Wollemi représentait une logique de survie fondamentalement différente du modèle de diversité génétique qui domine la biologie de la conservation. Si un seul individu génétique peut persister par reproduction végétative sans limite théorique, le bosquet du canyon pourrait être, au sens biologique, un seul organisme qui est resté vivant de manière continue pendant une période de temps géologique. Nous ne pouvons pas déterminer s'il s'agit d'une espèce approchant de l'extinction ou d'une entité unique se cachant du Jurassique. Selon certains chercheurs, la question n'est pas entièrement tranchée. Le pin de Wollemi a survécu en se rendant inaccessible. La créature suivante a survécu en se rendant indispensable. Top 4. La limule. Chaque médicament injectable et vaccin fabriqué aux États-Unis, chaque poche intraveineuse, chaque injection péridurale, chaque vaccin contre la grippe doit passer un test de contamination avant de pénétrer dans un corps humain. Ce test existe grâce à un animal qui sort de l'océan sur les mêmes plages depuis 445 millions d'années. Son sang est bleu. Sa morphologie n'a pas changé depuis l'époque où il n'y avait même pas d'animaux terrestres pour l'observer. Et la science pharmaceutique moderne ne peut toujours pas remplacer ce qu'il fait. La limule est connue depuis longtemps comme une curiosité, un arthropode marin plus proche des araignées et des scorpions que des vrais crabes. En 1956, Frederick Bang, au laboratoire de biologie marine de Woods Hole, dans le Massachusetts, a découvert que le sang de limule coagulait presque instantanément lorsqu'il était exposé à des endotoxines bactériennes, les contaminants spécifiques les plus dangereux dans les médicaments injectables. Cette observation a conduit au développement du test du lysa d'amébocytes de limule, LAL, devenu la norme pharmaceutique mondiale pour la détection de contamination, mandatée par la Food and Drug Administration des États-Unis, l'Agence européenne des médicaments et les organismes de réglementation équivalents dans le monde entier. La lignée des limules remonte au moins à la période ordovicienne, il y a environ 445 millions d'années. Des spécimens fossiles de la période jurassique, il y a environ 150 millions d'années, sont morphologiquement indiscernables des individus vivants aujourd'hui.
Et entre-temps, cet animal a survécu à l'extinction de l'Ordovicien supérieur, qui a emporté environ 85% des espèces, à l'extinction du Dévonien supérieur, qui en a emporté environ 75%, à l'événement Permien-Trias, qui a éliminé environ 96% de toutes les espèces marines, à l'extinction Trias-Jurassique et à l'événement Crétacé-Paléogène. Les 5, sans exception. Son sang est basé sur le cuivre plutôt que sur le fer, de l'hémocyanine plutôt que de l'hémoglobine, devenant bleu lorsqu'il est oxygéné. Ces amébocytes, des cellules immunitaires, produisent un agent coagulant appelé coagulogène, qui réagit aux endotoxines bactériennes à des concentrations aussi basses qu'une partie par billion. Environ 600 000 limules sont récoltées chaque année le long de la côte atlantique des États-Unis pour des prélèvements biomédicaux, avec des taux de mortalité estimés entre 10% et 30%, contribuant au déclin documenté des populations dans certaines régions. Une étude de 2019 publiée dans PLOS ONE par Owings et ses collègues a révélé que les limules ayant subi un prélèvement présentaient un comportement migratoire et de ponte altéré, même après une récupération physique apparente, suggérant des effets sublétaux s'étendant bien au-delà de la procédure elle-même. Aucun remplacement synthétique pour le test LAL n'a encore reçu l'approbation réglementaire complète pour une utilisation de routine, bien que le facteur C recombinant soit actuellement en cours d'évaluation. Et la limule, fait remarquable, n'a aucune mémoire immunitaire, pas d'anticorps, aucune réponse immunitaire adaptative d'aucune sorte. Pourtant, son système immunitaire inné, inchangé depuis 445 millions d'années, détecte la contamination bactérienne à des concentrations qui défient la chimie analytique moderne. Les biologistes de l'évolution décrivent la persistance de la limule comme un cas de généralisme écologique et de robustesse physiologique. Elle tolère de larges plages de température et de salinité, et son mode de vie benthique sur le fond marin l'aurait isolé des événements d'extinction de surface. La stabilité de son plan d'organisation corporelle est attribuée à un plateau adaptatif. L'organisme est hautement optimisé pour sa niche, et celle-ci est restée stable à travers le temps géologique. Mais le terme plateau adaptatif décrit le résultat, pas le mécanisme. Maintenir une stase génétique pendant 445 millions d'années à travers 5 extinctions massives catastrophiques nécessite soit un environnement extraordinairement stable pendant chacune d'elles, ce que les archives géologiques ne confirment pas, soit un mécanisme biologique qui résiste activement aux changements héréditaires. Le génome de la limule est grand et complexe, non minimisé comme celui d'un spécialiste hautement adapté. Il a conservé son architecture sur une période de temps au cours de laquelle tous les autres animaux complexes de la Terre se sont transformés au point d'être méconnaissables. Ce n'est pas de l'optimisation, c'est autre chose, et nous n'avons pas encore de nom pour cela. Certains chercheurs en génétique évolutive ont proposé que certaines lignées pourraient posséder ce que l'on a appelé des mécanismes de stase évolutive, des architectures de régulation génomique ou développementale qui protègent contre l'accumulation de mutations viables, non pas en empêchant la mutation, qui est inévitable, mais en rendant la plupart des mutations létales pour le développement, préservant ainsi le phénotype. Si de tels mécanismes existent, certains chercheurs pensent que le génome de la limule pourrait être l'un des endroits les plus évidents pour les chercher. D'autres ont relevé la version plus dérangeante de la même question. Pourquoi la chimie synthétique moderne, avec une connaissance complète du mécanisme du coagulogène, manque-t-elle encore d'un remplacement approuvé après 60 ans de tentatives? Des vasières de l'Atlantique américain, nous partons en profondeur. Top 5. Le requin lutin. Au-delà de la ligne de lumière, au-delà du seuil de pression de la plongée récréative, dans l'obscurité où un requin, avec une mâchoire qui sort de sa face, attend depuis le Crétacé. Le requin lutin vit dans l'obscurité totale à 1000 mètres sous la surface, dans une eau assez froide pour tuer un humain en quelques minutes. Il a une peau si translucide que l'on peut voir les vaisseaux sanguins en dessous, ce qui lui donne une pâleur gris-rose permanente qui ressemble moins à une coloration qu'à une mise à nu. Et lorsqu'il détecte une proie, sa mâchoire, toute la partie inférieure de la face, se déploie hors de son crâne de manière indépendante et explosive et se referme brusquement sur tout ce qui est à sa portée. Ce n'est pas une créature qui semble avoir été affinée par le temps,
Elle semble avoir été conçue par quelque chose qui n'avait jamais rencontré de contraintes. Le requin lutin, Mitsukurina ostoni, a été présenté pour la première fois à la science occidentale en 1898 par le naturaliste japonais Alan Houston, qui a transmis un spécimen au biologiste marin David Starr Jordan. Jordan l'a nommé en l'honneur de Kakichi Mitsukuri, le zoologiste japonais qui avait attiré son attention sur lui. Des dents fossiles indiscernables de celles des requins lutins actuels ont été trouvées dans des dépôts du Crétacé datant d'environ 125 millions d'années. Depuis 1898, moins de 50 spécimens complets ou presque complets ont été collectés dans toute l'histoire scientifique enregistrée. Le comportement de l'espèce à l'état sauvage, sa biologie reproductive et la taille de sa population restent, à un degré extraordinaire, inconnus. Le requin lutin appartient à la famille des Mitsukurinidae, dont il est le seul membre vivant. Ses plus proches parents éteints, le genre Scapanorhynchus, sont connus du Crétacé et sont presque identiques au niveau dentaire aux spécimens vivants. Son mécanisme de mâchoire, qualifié d'alimentation lance-pierre, fonctionne grâce à des tendons et des ligaments hautement élastiques qui stockent et libèrent l'énergie de manière explosive, projetant l'ensemble de la mâchoire vers l'avant jusqu'à 9,4% de la longueur totale du corps en moins de 3/10 de seconde. Cela a été mesuré lors de la seule étude cinématique détaillée d'un spécimen vivant jamais réalisé, menée par Nakaya et ses collègues et publiée dans PLOS ONE en 2016. Ce mécanisme de mâchoire n'existe chez aucune autre espèce de requin vivante. On ne le trouve chez aucun autre vertébré vivant. Son origine évolutive au sein d'une seule lignée de requins n'est pas bien comprise. Le museau du requin lutin contient un réseau exceptionnellement dense d'ampoules de Lorenzini, les organes électrorécepteurs présents chez tous les requins, suggérant un réglage sensoriel spécifique pour détecter les champs électriques produits par les proies dans des conditions d'obscurité totale et de visibilité nulle. Sa peau est décrite comme extrêmement délicate par rapport à celle d'autres requins, sa qualité translucide étant cohérente avec une lignée qui n'a jamais été soumise aux rayons ultraviolets de surface. L'Union internationale pour la conservation de la nature le classe dans la catégorie préoccupation mineure, en raison de l'absence de preuves de déclin, une classification qui, comme l'ont noté les chercheurs, équivaut fonctionnellement à admettre que l'espèce est trop mal suivie pour être évaluée. Et en janvier 2007, environ 100 requins lutins ont été capturés accidentellement par des chalutiers à crevettes au large du sud-est de l'Australie, à des profondeurs de 40 à 60 mètres, soit moins profond que n'importe quel spécimen enregistré auparavant. Un événement qui n'a été ni expliqué ni reproduit. Les biologistes marins classent le requin lutin comme un spécialiste bathypélagique, un prédateur d'embuscade en eau profonde dont la morphologie extrême reflète l'adaptation à la chasse dans un environnement pauvre en énergie et sans lumière. La mâchoire protrusible est expliquée comme un mécanisme de capture de proie, sans accélération du corps entier, économisant l'énergie là où la nourriture est rare. Sa persistance depuis le Crétacé est attribuée à la stabilité comparative des environnements benthiques profonds pendant et après l'impact KPG. Mais l'événement KPG n'a pas épargné les profondeurs océaniques. L'acidification des océans, la perturbation thermique et l'effondrement de la base phytoplanctonique de la chaîne alimentaire marine suite à l'impact ont affecté les chaînes alimentaires d'eau profonde à l'échelle mondiale, et de nombreuses espèces d'eau profonde se sont éteintes à la limite KPG. La raison pour laquelle cette lignée spécifique a persisté, alors que d'autres dans des environnements similaires n'ont pas survécu, reste véritablement inexpliquée. Et étant donné que moins de 50 spécimens ont été collectés au cours de toute l'histoire scientifique enregistrée, la position la plus honnête est que nous n'avons pas assez de données pour expliquer la survie du requin lutin, sa population actuelle, ou même pour affirmer avec confiance s'il est en danger. Certains biologistes marins ont soulevé la possibilité que la quasi-absence du requin lutin dans les registres scientifiques reflète non pas sa rareté, mais une distribution dans des zones qui échappent systématiquement aux profondeurs d'échantillonnage standard. Son apparition en eau peu profonde en Australie en 2007, le premier enregistrement confirmé en faible profondeur dans l'histoire de l'espèce,
suggère une flexibilité de profondeur non documentée auparavant. Si l'aire de répartition réelle de l'animal est substantiellement plus large que ce que 50 spécimens laissent supposer, certains chercheurs se demandent si ce que nous appelons un rare survivant ne pourrait pas simplement être une créature que nous n'avons jamais eu l'équipement ou l'opportunité de trouver correctement. Le requin lutin a survécu en allant là où personne ne le suit. L'animal suivant a survécu en vivant plus longtemps que tous les parents qu'il ait jamais eus. Top 6. Le tuatara. En tant que seul survivant d'un ordre entier qui s'étendait autrefois sur plusieurs continents, observant le monde depuis une île rocheuse au bord du Pacifique avec 3 yeux. Le tuatara. Sur une petite île à la pointe nord de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, dans l'obscurité froide du détroit de Cook, un reptile reste immobile et observe le ciel. Il observe avec 3 yeux. Son ordre a prospéré aux côtés des tout premiers dinosaures. Plus de 60 genres, plus d'une centaine d'espèces réparties sur tous les continents excepté l'Antarctique, et chacune d'elles est aujourd'hui un fossile. Il est le dernier depuis environ 60 millions d'années. Il ne semble pas l'avoir remarqué. Le tuatara, Sphenodon punctatus, a été décrit par John Edward Gray du British Museum en 1842. Sa ressemblance superficielle avec les lézards a conduit à sa classification parmi eux pendant des décennies jusqu'en 1867, lorsque le biologiste allemand Albert Günther l'a reconnu comme le seul membre survivant de l'ordre des Rhinchocephalia, un ordre abondant à l'échelle mondiale pendant le Trias et le Jurassique, avec plus de 60 genres et plus de 100 espèces, qui avaient décliné jusqu'à une seule espèce confinée aux îles au large de la Nouvelle-Zélande. À la fin du XXe siècle, la population de la Nouvelle-Zélande continentale avait été éliminée par les mammifères introduits. Un programme de conservation établi en 1989 par le ministère de la Conservation de Nouvelle-Zélande, comprenant l'éradication des prédateurs et l'élevage en captivité, a stabilisé les populations insulaires survivantes. Les archives fossiles des rhinchocéphales sont mondiales. Des spécimens ont été trouvés sur tous les continents, excepté l'Antarctique. Les derniers fossiles de rhinchocéphales non néo-zélandais datent d'environ 60 millions d'années en Amérique du Sud, ce qui signifie que cet ordre a persisté sur plusieurs masses continentales pendant 180 millions d'années, avant de disparaître partout sauf dans une chaîne d'îles du Pacifique Sud. L'œil pariétal du tuatara, le troisième œil, se situe au sommet du crâne, sous une écaille qui devient progressivement opaque au cours des premiers mois de la vie. La structure contient une lentille, une rétine primitive, avec des photorécepteurs et une connexion à la glande pinéale. Il ne forme pas d'image chez les animaux adultes, mais sa fonction précise dans la régulation circadienne n'a pas été entièrement confirmée. Le tuatara est le seul reptile vivant possédant une seule rangée de dents supérieures, s'insérant entre deux rangées de dents inférieures. Une configuration partagée avec certains rhinchocéphales fossiles et que l'on ne trouve chez aucun autre vertébré vivant. À mesure que les dents s'usent au cours de la vie, les individus finissent par mâcher avec l'os nu, puis passent entièrement à une mastication gingivale. Les femelles ne se reproduisent qu'une fois tous les 2 à 5 ans. L'incubation prend 11 à 16 mois, la plus longue de tous les reptiles. Les individus n'atteignent pas la maturité sexuelle avant l'âge de 10 à 20 ans. Un spécimen en captivité au Southland Museum en Nouvelle-Zélande, nommé Henry, s'est reproduit avec succès à l'âge estimé de 111 ans. Leur température corporelle active préférée de 16 à 21 degrés Celsius est bien plus basse que celle de tous les autres reptiles, et ils restent actifs jusqu'à des températures de 7 degrés Celsius, tolérant le froid mieux que n'importe quel autre ectotherme. En 2020, une étude de séquençage du génome publiée dans Nature par Neil Gemmell et ses collègues a révélé que le génome du tuatara fait environ 5 gigabases, soit 60% de plus que le génome humain, contenant des familles de gènes associés à l'immunité, l'odorat et la vision qui montrent des signes d'évolution rapide au sein d'un plan corporel, par ailleurs profondément conservé. L'analyse génétique a confirmé que la lignée du tuatara a divergé de l'ancêtre commun de tous les lézards et serpents vivants il y a environ 250 millions d'années, avant l'extinction du Trias jurassique et avant la dislocation du supercontinent Pangée. Les biogéographes attribuent la survie du tuatara à l'isolement géographique de la Nouvelle-Zélande.
La masse continentale s'est séparée du Gondwana il y a environ 80 millions d'années, sans pont terrestre, empêchant l'arrivée des mammifères placentaires qui ont supplanté les rhinocéphales à l'échelle mondiale après l'extinction KPG. Selon ce point de vue, le tuatara a survécu non pas grâce à un avantage compétitif, mais parce que son écosystème insulaire était protégé des pressions qui ont éliminé tout le reste. Mais l'isolement de la Nouvelle-Zélande n'explique pas pourquoi les rhinocéphales déclinaient déjà à l'échelle mondiale tout au long du Crétacé, 60 millions d'années avant l'événement d'extinction finale. Quelque chose d'autre les réduisait bien avant la limite KPG. Et le génome du tuatara, 60% plus grand que celui d'un humain, porteur de familles de gènes, montrant une évolution moléculaire active au sein d'un plan corporel ancien, suggère un organisme porteur d'une complexité biologique qui n'a pas été entièrement caractérisée. Certains biologistes de l'évolution se sont demandé si la persistance du tuatara n'impliquait pas la même architecture génomique que celle supposée pour le chélacanthe et la limule. Des gènes de développement conservés qui préservent le plan corporel aux côtés d'une évolution active dans des familles de gènes fonctionnels spécifiques affectant la survie. Savoir si ce mécanisme est réel et s'il est identifiable reste, selon ces chercheurs, une question ouverte. D'une île rocheuse du Pacifique Sud, nous voyageons vers les sols des forêts tropicales de 3 continents simultanément. Top 7. Le péripathe. Pour trouver un animal qui les a tous occupés avec le même corps depuis l'explosion cambrienne, il y a un demi-milliard d'années, le péripathe, ou ver de velours. Regardez de près la litière de feuilles d'un sol de forêt tropicale en Amérique centrale, en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud-Est, et vous pourriez le trouver. Une créature qui ressemble à une chenille tapissée de velours, se déplaçant sur jusqu'à 43 paires de pattes, sans articulation qui laissent une trace d'ondulation douce dans le sol humide. Lorsqu'il détecte une proie, il se tourne et projette 2 jets de glu adhésive depuis des glandes flanquant sa bouche. Une glu qui durcit au contact de l'air et immobilise un grillon ou un cloporte en quelques secondes. Ensuite, il mord à travers la glu et se nourrit. Il fait cela avec ce corps exact depuis l'explosion cambrienne, l'événement le plus transformateur de l'histoire de la vie animale il y a un demi-milliard d'années. Les péripathes du phylum Onychophora ont été décrits pour la première fois par la science occidentale en 1826 par le chirurgien et naturaliste Lansdowne Gilding à partir d'un spécimen collecté en Jamaïque. Pendant des décennies, ils ont été mal classés, placés tour à tour avec les vers annélides, les arthropodes et les mollusques, avant que leur véritable position phylogénétique ne soit clarifiée par comparaison avec les fossiles du Cambrien. La découverte d'hallucigénia et d'organismes cambriens apparentés dans les schistes de Burgess, en Colombie-Britannique, et leur interprétation par Simon Conway Morris en 1977, ont révélé que le plan d'organisation du péripathe était déjà présent dans les mers cambriennes il y a 530 millions d'années. Le péripathe vivant est un descendant presque direct de ses ancêtres cambriens, ayant migré des environnements marins vers les milieux terrestres, sans modifier fondamentalement son architecture. Le péripathe occupe la position phylogénétique qui fait le pont entre les 2 phylums animaux les plus riches en espèces sur Terre, les arthropoda et les annelidas, et il a maintenu cette position pendant 530 millions d'années sans se résoudre en l'un ou l'autre. Ces pattes hydrostatiques non articulées, appelées lobopodes, contiennent des cavités corporelles remplies de fluides qui s'étendent sous pression plutôt que par l'articulation d'un membre rigide. Des biologistes du développement comparé, dont Graham Budd de l'Université d'Uppsala, ont utilisé la patte du péripathe comme modèle pour reconstruire la transition évolutive du lobopode mou aux membres rigides des arthropodes. Le système d'éjection de glu projette un adhésif à base de protéines à des distances allant jusqu'à 30 cm avec une précision directionnelle contrôlable, utilisée à la fois pour la capture des proies et la défense contre les prédateurs, et se décompose rapidement après usage, ne laissant aucun résidu environnemental. Les péripathes possèdent également un système circulatoire structurellement intermédiaire entre le système circulatoire fermé des vertébrés et l'hémocolle ouvert des arthropodes. Un hémocolle partiellement cloisonné
considéré comme une forme de transition entre les deux systèmes. Ils respirent par des trachées, des tubes ramifiés s'ouvrant par des pores dans la peau, un système respiratoire ayant évolué de manière convergente avec celui des insectes, appuyant leur classification comme groupe frère des arthropodes. Une étude phylogénomique de 2021, publiée dans Current Biology par Oliveira et ses collègues, a confirmé que la divergence des Onychophora de la lignée souche des arthropodes précède tous les fossiles d'arthropodes connus à ce jour, plaçant la séparation il y a environ 550 millions d'années ou plus tôt. Et malgré la dispersion sur plusieurs populations continentales isolées, suggérant une ancienne distribution gondwanienne à travers ce qui est devenu des masses terrestres séparées, toutes les espèces de péripates connues partagent le même plan corporel fondamental à travers toute la transition du milieu marin au milieu terrestre, plusieurs séparations continentales et 530 millions d'années de bouleversements biotiques. Les biologistes de l'évolution décrivent le péripate comme un généraliste prospère dans des niches de micro-habitats instables, la litière de feuilles humides tropicales et subtropicales et le bois pourri qui ont persisté relativement sans changement depuis le Carbonifère. La persistance du plan corporel est expliquée comme un plateau adaptatif dans un environnement stable. La conception de la locomotion par fluide à corps mou fonctionne dans la litière humide et n'a jamais été évincée par un concurrent supérieur dans cette niche spécifique. Mais un spécialiste de la litière humide aurait dû être sérieusement perturbé par l'extinction du Permien, qui a provoqué une aridification mondiale assez sévère pour dévaster les écosystèmes terrestres, parallèlement aux écosystèmes marins. Le fait que le péripate ait survécu sur plusieurs continents simultanément avec le même plan corporel intact suggère soit que la catastrophe permienne a laissé des refuges de sols forestiers isolés intacts à travers tout l'ancien supercontinent Gondwana, soit que la physiologie du péripate possède une résilience aux perturbations environnementales qui n'a pas été systématiquement examinée. Certains chercheurs ont proposé que le plan d'organisation du péripate pourrait occuper ce que l'on appelle un état d'attracteur développemental. Une configuration si cohérente en interne que les mutations la perturbant sont systématiquement éliminées par sélection. Non pas parce que l'environnement punit le changement, mais parce que le système de développement lui-même y résiste. Savoir si cela constitue un mécanisme biologique réel ou une description en quête d'un mécanisme reste, selon ces chercheurs, une question ouverte et cruciale. D'une créature qui a maintenu sa position entre deux règnes pendant un demi-milliard d'années, nous nous tournons vers le seul animal qui a vu ses plus proches parents s'éteindre complètement et définitivement, et qui a continué à nager sans changement dans le même océan où ils ont disparu. Top 8, le nautile. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde a frappé la péninsule du Yucatan et a modifié la chimie des océans pendant des milliers d'années. Dans l'extinction qui a suivi, les ammonites, fortes de 10 000 espèces, avec 300 millions d'années d'archives fossiles, l'un des groupes les plus prospères de l'histoire marine, se sont éteintes complètement et définitivement. Leurs cousins à coquilles, les nautiles, nageant dans les mêmes océans, mangeant une nourriture similaire, dotés d'un plan corporel presque identique, ont survécu sans interruption. La science n'a pas produit d'explication pleinement satisfaisante pour cette différence. Les nautiles sont connus depuis l'Antiquité, leurs coquilles étant collectées à travers la Méditerranée et l'Asie depuis des millénaires. L'animal vivant a été formellement décrit par Linné en 1758. Au XIXe siècle, le rôle du nautile en tant que dernier céphalopode nautiloïde survivant et sa parenté avec les ammonites éteintes était bien établi. Le mystère scientifique critique s'est solidifié à mesure que la limite KPG a été documentée avec une précision stratigraphique croissante au cours du XXe siècle. L'extinction complète des ammonites et la survie totale des nautiloïdes sont devenues l'une des énigmes les plus examinées de la paléontologie marine, étudiée de manière approfondie par Neil Landman au Musée américain d'histoire naturelle. Les Ammonoidea sont documentés dans les archives fossiles depuis environ 400 millions d'années et se sont diversifiés en environ 10 000 espèces décrites à travers le Dévonien, le Carbonifère, le Permien, le Trias et le Crétacé. Le dernier fossile d'ammonite apparaît précisément à la limite KPG, il y a 66 millions d'années, sans aucun survivant post-limite confirmé dans les archives.
Les Nautiloidea sont documentés depuis environ 500 millions d'années. Beaucoup plus diversifié au Paléozoïque, le groupe a décliné à quelques genres enroulés au Mésozoïque et se compose actuellement de 4 espèces vivantes de Nautilus et d'une espèce d'Alonautilus. L'hypothèse principale pour cette survie différentielle a été développée par Landman et revue dans la Paléobiologie en 2007. Elle se concentre sur la taille des œufs. On pense que les ammonites produisaient de petits œufs planctoniques flottant dans les eaux de surface, tandis que les nautiles produisaient de gros œufs riches en vitellus pondus sur le fond marin, éclosant sous forme d'adultes miniatures capables d'une vie benthique immédiate. L'effondrement de la productivité en surface lors de l'événement KPG aurait dévasté les larves planctoniques tout en laissant les juvéniles vivant sur le fond marin comparativement intacts. Les nautiles mettent également 5 à 10 ans pour atteindre la maturité sexuelle, vivent 15 à 20 ans et produisent environ 10 à 20 gros œufs par an. Une stratégie de vie exceptionnellement conservatrice pour un céphalopode, la plupart se reproduisant une seule fois avant de mourir. La coquille du nautile implose à environ 800 mètres de profondeur, confinant l'animal dans une bande de 150 à 600 mètres sur les pentes récifales. L'analyse génétique a décrit le génome du nautile comme montrant des taux comparativement bas d'évolution moléculaire dans les gènes de maintenance, cohérent avec le motif génomique de fossiles vivants documenté chez le Kelacanthe et la limule. Et puis il y a les données sur la population. Une étude de 2016 menée par Peter Ward et ses collègues de l'Université de Washington, publiée dans PLOS ONE, a documenté des déclins de population allant jusqu'à 80% chez Nautilus pompilius, dans certaines parties de son aire de répartition Indo-Pacifique sur 15 ans, causée par le commerce des coquilles et les prises accessoires. Un animal qui a survécu à 5 extinctions massives est maintenant confronté à une crise d'origine humaine en quelques décennies. L'hypothèse de Landman sur la taille des œufs est l'explication la plus largement acceptée pour expliquer pourquoi les nautiles ont survécu alors que les ammonites non. L'habitat profond combiné à une stratégie d'œuf benthique aurait fourni juste assez de protection pour permettre à la lignée de franchir l'effondrement de surface. Mais l'hypothèse de la taille des œufs est inférée, non observée. Aucun œuf d'ammonite n'a jamais été trouvé. L'hypothèse repose sur une analogie avec les céphalopodes modernes et des déductions à partir de la structure de la coquille. Et même si les larves d'ammonite étaient planctoniques, l'événement KPG n'a pas détruit uniformément la surface de l'océan. Certains groupes marins dotés de larves planctoniques ont survécu. La question de savoir pourquoi cette lignée spécifique a franchi la limite, plutôt que de savoir pourquoi les larves planctoniques ont été généralement désavantagées, reste tout aussi ouverte que les archives fossiles le suggèrent. Certains paléontologues, dont David Jacobs de l'UCLA, se sont demandé si l'histoire de vie conservatrice du nautile ne constituait pas une stratégie de survie générale pour les événements d'extinction massive, plutôt qu'une adaptation spécifique à l'événement KPG. Si les nautiles survivent, non pas parce qu'ils étaient bien positionnés en 66 millions avant Jersey, mais parce que leur profil d'histoire de vie les protège systématiquement des types de perturbations écologiques produites par les extinctions massives. Savoir si cela constitue un principe documentable de la biologie de l'extinction, ou s'il s'agit simplement de décrire ce qui s'est passé dans un cas bien étudié, est, selon ces chercheurs, une question ouverte et cruciale. Un animal qui a survécu à 5 extinctions massives lutte pour nous survivre. La créature suivante sur cette liste a survécu à chaque événement d'extinction des archives géologiques depuis 520 millions d'années, sans changer une seule caractéristique visible de son corps. Les scientifiques ont un nom pour ce qu'il fait. Ils ne s'entendent pas totalement sur la raison pour laquelle cela fonctionne. Top 9, la lingule. Prenez une lingule vivante d'une vasière intertidale au Japon et placez-la à côté d'un fossile de l'explosion cambrienne. L'événement d'il y a 520 millions d'années, où presque tous les plans d'organisation corporelle des animaux modernes sont apparus simultanément dans les archives. Mesurez les dimensions de la coquille. Examinez la structure du lophophore. Comparez le pédicule d'ancrage. Ils ne sont pas similaires. C'est le même animal. En 520 millions d'années, à travers 5 extinctions massives, à travers la dislocation des supercontinents, à travers l'essor et l'extinction des dinosaures,
À travers toute l'histoire évolutive de chaque vertébré ayant jamais vécu, la lingule n'a absolument rien changé. La lingule a été décrite formellement pour la première fois par Jean-Baptiste Lamarck en 1801 à partir de spécimens de l'Indo-Pacifique. Ces archives fossiles cambriennes ont été établies tout au long du XIXe siècle. En 1952, le paléontologue Norman Newell de l'Université de Columbia a publié une étude influente désignant la lingule comme l'exemple type de la stase morphologique, le cas documenté le plus extrême de non-changement évolutif dans les archives fossiles des métazoaires. Sa survie à travers les 5 extinctions massives reconnues en a fait le point de référence standard dans les discussions sur la sélectivité des extinctions depuis plus de 70 ans. Des spécimens cambriens de la biote de Xinjiang au Yunnan, en Chine, vieux d'environ 520 millions d'années, ont été étudiés par Jianan et ses collègues de l'Université du Nord-Ouest à Xi'an et publiés dans Science en 2007. Ils montrent une préservation du lophophore et une morphologie de coquille indiscernable de la lingule vivante sous microscopie optique. L'animal appartient au phylum Brachiopoda, ressemblant superficiellement aux mollusques bivalves, mais en étant fondamentalement distinctes. Ces deux valves sont dorsales et ventrales, plutôt que latérales, et son organe d'alimentation est un lophophore, une couronne de tentacules ciliés qui crée des courants d'eau pour filtrer les particules alimentaires. Il utilise une coquille phosphatique composée de phosphate de calcium plutôt que le carbonate de calcium utilisé par presque tous les animaux marins à coquilles modernes. Une composition chimique courante au Cambrien, mais aujourd'hui extrêmement rare chez les invertébrés vivants. La lingule vit dans un terrier en forme de U dans les sédiments meubles de la zone intertidale, ancré par un pédicule musculaire flexible qui s'étend et se rétracte pour maintenir sa position. Ce mode de vie ne nécessite aucun substrat dur, aucun récif et aucune plage de température spécifique. Un généralisme d'habitat qui peut contribuer à sa persistance à travers les extinctions. L'événement d'extinction Permien-Trias a dévasté les brachiopodas dans leur ensemble, réduisant le groupe d'environ 400 genres permiens à environ 20 genres survivants franchissant la limite. Pourtant, la lingule a franchi cette limite sans aucun changement morphologique documenté dans les sections stratigraphiques continues du sud de la Chine par Chen et Benton, dans leur revue de 2012 publiée dans Nature Geosciences. Et en 2020, une étude de séquençage du génome réalisée par l'Institut de génomique de Pékin et des institutions collaboratrices, publiée dans Nature Communication, a révélé que le génome de la lingule présente une conservation extrême des gènes de la boîte à outils du développement, les gènes OX et les gènes de structuration contrôlant l'architecture du plan corporel, avec des taux de substitution significativement plus bas dans ces gènes que dans d'autres phylums d'invertébrés, suggérant un maintien actif de l'architecture de développement plutôt qu'une simple coïncidence passive. Les paléontologues attribuent la stase de la lingule à une sélection stabilisatrice dans un habitat stable. La niche des vasières intertidales existe sous diverses formes depuis le Cambrien, et le plan corporel actuel est prétendument si bien adapté à celle-ci que toute déviation est éliminée par sélection. La coquille phosphatique, l'ancrage par pédicule et le système d'alimentation par lophophore forment une unité fonctionnelle intégrée qui fonctionne et a toujours fonctionné dans les conditions qu'elle occupe. Les événements d'extinction qui ont perturbé les écosystèmes de surface et de récifs ont laissé les niches de vasières intertidales comparativement intactes, permettant aux fouisseurs généralistes de persister à travers des événements qui ont dévasté la faune spécialisée. Mais la découverte en 2020 de taux de substitution réduits dans les gènes de développement suggère quelque chose de plus spécifique qu'une simple coïncidence de stabilité de l'habitat. Dire que la lingule est inchangée parce que le changement est contre-sélectionné revient, d'une certaine manière, à expliquer la survie par la survie. Les preuves génomiques suggèrent une contrainte biologique active sur le taux de changement héréditaire dans les gènes les plus directement responsables de l'architecture du plan corporel. Certains chercheurs ont proposé que la chimie de la coquille phosphatique de la lingule ait également pu conférer un avantage passif lors des événements d'extinction provoqués par l'acidification des océans. Plus précisément, que les coquilles
à base de phosphate pourrait être plus stable que les coquilles carbonatées dans les conditions d'acidification produites par les événements des limites Permien et KPG. Selon cette lecture, la survie de la lingule n'est pas le fruit du hasard d'être primitive. Elle l'est, selon certains chercheurs, à cause de cela même. La lingule a conservé le même corps plus longtemps que n'importe quel autre animal que nous puissions documenter. La dernière créature de cette liste est dans l'océan depuis plus longtemps que les plantes à fleurs n'existent sur Terre, et nous n'en avons jamais vu une vivante assez longtemps pour l'étudier correctement. Top 10. Le requin lézard. Au Siam et XVIIe siècle, des marins revenaient de voyages en haute mer avec des récits d'une créature qu'ils avaient aperçue à la surface. Semblable à une anguille, longue comme une chaloupe, avec un cou à collerette et un corps qui se déplaçait dans les eaux sombres comme quelque chose datant d'avant que le monde n'ait des règles. Ils étaient traités de menteurs ou d'hommes dont l'esprit avait vacillé après des mois en mer. En 1884, un biologiste marin japonais en a sorti un DOAO au large de Numazu et l'a envoyé à Harvard. Les marins n'avaient pas menti. Le serpent de mer était réel. Il était juste très, très vieux. Le requin lézard, ou requin à collerette, Chlamydoselacus engineus, a été formellement décrit par Samuel Garman à Harvard en 1884 à partir de spécimens fournis par le zoologiste japonais Kakichi Mitsukuri. Sa morphologie était si divergente de tous les autres requins connus que Garman l'a placé dans sa propre famille, une classification qui est de rester largement inchangée depuis. Des dents fossiles indiscernables de celles des requins lézards actuels ont été trouvées dans des dépôts du Crétacé datant d'environ 80 millions d'années. Depuis 1884, moins de 50 spécimens complets ou presque complets ont été collectés dans toute l'histoire scientifique enregistrée. Une seconde espèce, Chlamydoselachus africana, n'a été décrite dans les eaux sud-africaines qu'en 2009. Le requin lézard appartient à l'ordre des Exanchiformes, l'ordre de requins survivants le plus ancien, avec des fossiles d'Exanchiformes documentés dès le Jurassique inférieur, il y a environ 175 millions d'années. Des affinités proposées avec des requins du Carbonifère prolongeraient la lignée au-delà de 300 millions d'années, bien que cela reste contesté. Ces 6 fentes branchiales, tous les autres requins modernes en ont 5, sont recouvertes d'une membrane frangée continue sur le premier arc branchial. 6 fentes branchiales est un caractère primitif, hérité des débuts de l'évolution des requins et perdu par la suite dans tous les autres ordres de requins modernes. Ces 300 dents sont chacune tricuspides, à 3 pointes, disposées non pas pour couper ou saisir, mais pour piéger les proies à corps mou, calmars et poissons, dans un panier dont l'évasion est pratiquement impossible une fois la mâchoire fermée. La gestation chez le requin lézard a été estimée à environ 3 ans et demi dans une étude de 2012 menée par Tanaka et ses collègues de l'université de Tokai, publiée dans PLOS ONE, utilisant des données sur la taille des embryons de spécimens capturés par des pêcheurs japonais. 3 ans et demi. L'éléphant a une gestation de 22 mois. La période de gestation du requin lézard est la plus longue gestation de vertébrés confirmée à ce jour, et de loin. En janvier 2007, un requin lézard vivant a été observé et filmé au parc marin d'Awashima au Japon, après avoir été trouvé nageant près de la surface dans un port, un comportement complètement anormal pour une espèce d'eau profonde. L'animal est mort en quelques heures. L'incident n'a pas été expliqué. Une étude de 2016 publiée dans PLOS ONE par des chercheurs de l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère a documenté des prises accessoires de requins lézards dans les eaux atlantiques portugaises à des profondeurs de 700 à 1000 mètres, notant que la plupart des spécimens étaient des juvéniles, ce qui suggère de possibles zones de nurserie en eau peu profonde non enregistrées auparavant dans la littérature. L'Union internationale pour la conservation de la nature classe le requin lézard dans la catégorie préoccupation mineure. Les chercheurs ont souligné que cette classification repose non pas sur des données de population, mais sur l'absence de preuves de déclin. Une absence qui reflète l'absence quasi totale de suivi de population de quelque nature que ce soit. Les biologistes marins classent le requin lézard comme un prédateur d'embuscade en eau profonde dont le corps semblable à celui d'une anguille
permet un mouvement efficace dans les terrains sous-marins rocheux et complexes. La mâchoire protrusible et l'architecture des dents en panier sont expliquées comme des adaptations pour capturer des proies rapides à corps mou sans accélération du corps entier, économisant l'énergie dans un habitat où la nourriture est rare. Sa survie à travers la limite KPG est attribuée à la stabilité comparative des environnements benthiques profonds pendant et après l'impact. Mais la période de gestation du requin-lézard n'est pas seulement longue pour les standards des abysses. À 3 ans et demi, c'est la gestation confirmée la plus longue de tous les vertébrés jamais enregistrés. Et un cycle de reproduction aussi long, combiné à une taille de population que nous ne pouvons quantifier et à un taux de prise accessoire que nous ne pouvons surveiller, signifie que la récupération après toute perturbation significative de la population prendrait au minimum des décennies. La plus ancienne lignée de requins sur Terre, un animal qui a prétendument survécu à chaque catastrophe que la planète a produite, est remontée dans les filets de pêche à un taux qui ne peut être évalué car nous n'avons jamais collecté assez d'individus pour établir une base de référence. Certains chercheurs se sont demandé si le conservatisme morphologique du requin-lézard ne dissimulait pas une évolution moléculaire dans les gènes de l'immunité, des sens et de la reproduction. Le même motif que celui trouvé chez le kélacanthe, le tuatara et la lingule, où les gènes du plan corporel sont conservés, tandis que des familles de gènes fonctionnels spécifiques continuent d'évoluer. Si le génome du requin-lézard suit ce motif, cela renforcerait, selon certains chercheurs, l'hypothèse selon laquelle la survie des fossiles vivants reflète une architecture génomique spécifique et identifiable partagée par les lignées anciennes. Le problème est que le génome du requin-lézard n'a pas encore été entièrement séquencé et publié. L'une des plus anciennes lignées de requins sur Terre, une fenêtre potentielle sur la biologie marine du Crétacé, reste génomiquement non caractérisée car les spécimens sont trop rarement collectés et trop fragiles pour fournir des échantillons de qualité adéquate. Nous connaissons cet animal depuis plus de 140 ans. Nous ne savons pourtant presque rien de lui. 10 créatures, 10 records de survie qui s'étendent du Cambrien au présent. 10 cas où les explications standards, habitat stable, isolement géographique, généralisme écologique, refuge en eau profonde, rendent compte d'une voie vers la survie sans rendre compte pleinement de la précision du résultat. Le kélacanthe a disparu de 65 millions d'années d'archives fossiles pour réapparaître sur un marché aux poissons. Le tardigrade est porteur d'une protéine qui protège l'ADN de niveaux de radiation qui n'existent pas à la surface de la Terre. Le pin de Wollemi a survécu dans un seul canyon, alors que l'un des parcs les plus étudiés au monde sur le plan botanique l'entourait depuis des décennies. Le mécanisme immunitaire de la limule, inchangé depuis 445 millions d'années, est toujours le seul test approuvé pour la contamination pharmaceutique. Le requin lutin possède une mâchoire qui sort de sa face et compte moins de 50 spécimens confirmés en plus d'un siècle de conscience scientifique. Le tuatara possède un génome 60% plus grand que celui d'un humain et un troisième œil avec une rétine fonctionnelle au sommet de son crâne. Le péripathe occupe une position phylogénétique entre deux règnes animaux depuis 530 millions d'années sans se résoudre en l'un ou l'autre. Le nautile a vu 10 000 espèces d'ammonites s'éteindre complètement et a continué à nager. La lingule possède un génome dans lequel les gènes contrôlant l'architecture corporelle montrent des taux de substitution que l'analyse statistique a du mal à distinguer de zéro. Le requin-lézard porte ses petits plus longtemps que n'importe quel autre vertébré connu et n'a jamais été observé vivant assez longtemps pour être étudié. L'explication dominante pour chacun d'eux est raisonnable. Elle est probablement en partie correcte. La stabilité des eaux profondes est réelle. L'isolement insulaire est réel. Le généralisme de niche est réel. Ce sont des facteurs légitimes de survie. Ce qu'ils n'expliquent loin pas totalement, c'est le motif. L'apparition spécifique et répétée, au sein de lignées totalement indépendantes, d'un changement quasi nul des gènes du plan corporel combiné à une apparente évolution active des gènes fonctionnels, le tout allié à une survie à travers des événements qui ont réinitialisé le reste de la vie sur Terre. Ce motif porte un nom, on l'appelle un fossile vivant. Mais ce nom décrit l'observation, pas le mécanisme. Le mécanisme, s'il existe en tant que principe biologique cohérent, n'a pas été identifié.
Certains chercheurs pensent qu'il sera trouvé dans le génome, dans les gènes conservés de la boîte à outils du développement, dans des architectures de régulation qui protègent du changement héréditaire, dans des protéines comme DSUP qui dépassent ce que les pressions de sélection terrestre auraient dû produire. D'autres pensent, que chaque cas est simplement ce qu'il semble être, un animal chanceux dans un endroit stable, survivant par coïncidence à travers le temps profond. Nous ne saurons peut-être jamais quelle explication est la plus proche de la vérité. Ce que nous savons, c'est que ces 10 animaux sont les meilleures preuves disponibles que la question mérite d'être posée. La plupart des gens les croisent sur une vasière ou dans une vitrine de musée et ne voient rien d'inhabituel. L'explication des manuels scolaires comble l'espace avant même que la curiosité ne puisse naître. Mais le fossé entre ce que disent les archives fossiles et ce que ces animaux exigent n'est pas comblé par les explications que nous possédons actuellement. Ce fossé est l'endroit où vivent les questions intéressantes. Le 22 décembre 1938, une femme se tenait sur un quai sud-africain et regardait quelque chose qui ne devrait pas exister. 65 millions d'années de silence. Un poisson. L'ensemble des archives fossiles discrètement, totalement erronées. Les 10 créatures de cette vidéo sont ici depuis plus longtemps que notre langage, plus longtemps que notre science, plus longtemps dans certains cas que le fond océanique sous leurs pieds. Elles n'ont pas survécu pour être expliquées. Elles ont survécu parce que quelque chose en elles, quelque chose que nous avons nommé mais pas encore compris, refuse de s'arrêter. Certaines questions ne trouvent pas de réponse. Elles se transmettent. Si ces anciens survivants ont changé votre regard sur l'histoire de la vie sur Terre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Nous mettons au jour les secrets biologiques que le temps a tenté d'enfouir. Aidez-nous à faire grandir le futur de la découverte. Notre prochain trésor du temps profond sera bientôt révélé.